retour dans l'Africa Newsroom pour cette seconde partie. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Paul Oro, Meledj Aka, Émile Giovanni et notre éditorialiste Jean-François Akanji. La Côte d'Ivoire a banni les sacs plastiques depuis 2013. La production, l'importation, la vente et la distribution de ces sachets plastiques est interdite. Toutefois, le sac plastique ne disparaît pas totalement du paysage. Reportage d'Olivier Conan, correspondant en Côte d'Ivoire. Les sachets plastiques sur la sellette en Côte d'Ivoire. Un décret du 22 mai 2013 interdit la production, la commercialisation, l'importation, l'utilisation et la détention des sachets plastiques. Cette mesure a été prise pour protéger l'environnement. La grande majorité des déchets sont constitués par les sachets plastiques sous toutes les formes. La mesure d'interdiction a suscité une controverse et le débat n'est pas encore épuisé parce que l'utilisation des sachets plastiques concerne la quasi-totalité de la population et tout le secteur de l'économie. Depuis le mois de mars 2017, le gouvernement a engagé une campagne de répression ciblant en priorité les entreprises de production de sachets d'eau. Pourquoi le gouvernement a interdit les sachets plastiques? Comment est appliquée la mesure? Quel impact sur la population et l'économie? Pour les associations de consommateurs, le gouvernement aurait dû initier une large concertation pour prendre la pleine mesure de l'interdiction des sachets plastiques. Il n'y a pas eu d'analyse préalable des conséquences multiples de cette mesure au plan social et économique. Est-ce qu'on a essayé de recenser le nombre de personnes qui travaillaient dans les entreprises qui produisent les sachets plastiques? Ça fait un. De deux, est-ce qu'on a recensé le nombre de personnes qui vivent grâce à la vente des sachets plastiques, de l'eau glacée? Ça fait 3. Et quatrièmement, le pouvoir d'achat des consommateurs est tel que, en interdisant les sachets plastiques, qu'est-ce qui va remplacer les sachets plastiques? Est-ce que c'est le consommateur qui va supporter le coût? Et d'un côté, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Personnellement, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je refuse de payer les emballages des supermarchés. Quand je fais mes achats, s'il n'y a pas de carton, retournez-moi mon argent, prenez votre marchandise. Le gouvernement ivoirien justifie la mesure d'interdiction par le souci de préserver l'environnement. Les sachets plastiques ne sont pas biodégradables. L'insalubrité constatée est souvent le fait de sachets plastiques dans la nature. L'opération Le Grand Ménage a été lancée pour amener les Ivoiriens à balayer devant leurs concessions et les rues pour obtenir un cadre de vie agréable et sain. L'interdiction des sachets plastiques fait partie des mesures d'assainissement ayant amené le gouvernement à engager le projet d'aménagement de la baie de Cocody à Abidjan. Personne n'a envie de vivre dans la saleté. Tout le monde a des ambitions et notre ambition pour la Côte d'Ivoire, c'est d'être un pays émergent. Et qui dit pays émergent dit un pays beau, propre, assaini, avec des Ivoiriens que nous voulons être des Ivoiriens nouveaux, qui prennent de nouvelles habitudes écologiques et qui tiennent compte des contraintes environnementales. Ceci est possible. Les Abidjanais, les Ivoiriens dans leur ensemble l'ont démontré à l'occasion donc de cette première édition du Grand Ménage. Et nous pensons que dans un proche avenir, eh bien, Abidjan montrera à la face du monde que c'est possible. La Côte d'Ivoire montrera que c'est possible d'être un pays propre et attractif. La campagne de répression du gouvernement cible en priorité les fabricants de sachets d'eau. Fabriqués en plastique, ces sachets sont très prisés par la population à cause de leur prix très bas. Nous leur demandons ce qui va remplacer les sachets de 50 francs qui sont beaucoup achetés aujourd'hui par les ménages. On va remplacer par quoi et ça va coûter combien? Et deuxièmement, j'ai soif. Tout le monde n'arrive même pas à payer pour 50 francs, c'est 10 francs. Ces sachets sont interdits. Et quelle autre matière que le ministère propose aujourd'hui pour que les gens puissent vendre de l'eau dedans? Bien évidemment, l'interdiction des sachets plastiques est combattue par les fabricants d'eau en sachet. Les opérateurs de cette filière évoquent une question de survie pour les petites unités de production et de conditionnement d'eau en sachet et appellent le gouvernement à négocier plutôt qu'à réprimer. Le secteur engrangeait pour les producteurs d'eau plus de 34 milliards de francs CFA pour ce qui concerne les producteurs et plus de 36 milliards pour ce qui concerne le réseau de distribution. Donc quand on essaie de regarder les KPIs, c'est 198 sociétés qui normalement étaient en lice et plus de 11 600 distributeurs grossistes et détaillants répandus sur l'ensemble du territoire. Bien entendu qu'avec l'arrivée du décret, c'était l'arrêt pratiquement total de toutes ces structures.
La mission première de lutte contre l'insalubrité est dévolue aux communes de Côte d'Ivoire. Face aux difficultés rencontrées et pour une meilleure rationalisation et mutualisation des initiatives, le gouvernement a créé l'ANASU, Agence nationale de salubrité urbaine. La salubrité est un secteur, je dirais, interactif, participatif. Donc je pense que en y mettant chacun du sien, si chaque Ivoirien prend soin un peu de l'environnement dans lequel il vit, je pense que les choses s'amélioreront nettement. Pour assurer un financement approprié des activités de l'ANASU, il a été mis en place en 2009 le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Le fonds procède également au paiement des entreprises prestataires de services et de ramassage des ordures. Depuis 2013, le fonds collecte via les impôts et la douane une taxe de 50 francs CFA sur le kilo de matière plastique. Cette taxe est assise sur tous les produits et films en matière plastique produits sur le territoire national ou importés. Nous sommes à un niveau de recette de 650 millions de francs CFA. Il est vrai que le décret d'interdiction devait plomber le recouvrement de cette taxe, mais cette taxe a pour assiette pas seulement les sachets plastiques, mais tout ce qui est film et matière plastique produits ou importés. Les consommateurs ne remettent pas en cause la décision prise par les autorités ivoiriennes pour protéger la santé de la population et préserver l'environnement. Ils mettent cependant en garde contre les conséquences de l'application de la mesure d'interdiction sur le terrain. La survie de nombreuses entreprises est également en péril. Au marché, ce ne sont pas les employés des entreprises qui y sont. Les personnes qui ont des activités, c'est-à-dire le champ de personnes qui travaillent à partir ou qui gagnent leur vie à partir des sachets est beaucoup plus large que 7000 personnes, 7000 employés qui ne sont que 7000 employés de 19 entreprises sur une trentaine. Mettre autour d'une même table l'administration, les producteurs, les vendeurs et les consommateurs de sachets plastiques, c'est la proposition des acteurs de la filière. L'État doit approuver des plans de reconversion pour les industriels afin d'atténuer l'impact financier de la mesure d'interdiction des sachets plastiques. Les industriels demandent notamment la possibilité de pouvoir produire les sachets plastiques pour l'exportation vers les pays de la sous-région. Ils demandent également la possibilité de produire des sachets plastiques biodégradables respectant l'environnement. Monsieur Meledj, est-ce que finalement interdire les sachets plastiques, ça fonctionne en Côte d'Ivoire? Non, on vient de voir dans le document de tout à l'heure que ça ne fonctionne pas. Mais il y a aussi les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Parce que lorsqu'on prend l'exemple du Rwanda, qui est le pays africain le plus abouti en matière d'interdiction du sachet plastique qu'il a réussi dans ce domaine-là, on se rend compte qu'avant la répression, il y a quand même certains mécanismes qui ont été mis en œuvre. C'est de la sensibilisation qui a manqué. La sensibilisation, les rabattages fiscaux au niveau de certaines entreprises qui étaient dans le domaine, la préservation des emplois des personnes qui sont dans le domaine et aussi l'aide de l'État à ces sociétés-là afin de les amener à se transformer en des sociétés de recyclage. Mais M. Meledj, la répression n'a commencé qu'en mars de cette année, 2017. Pourtant, la loi date de 2013. Oui, bien sûr. Mais avant de commencer la répression, pendant la longue période de sensibilisation, il aurait fallu, pendant la longue période de sensibilisation, de prendre des dispositions au niveau de l'État pour pouvoir permettre à ces sociétés-là qui sont dans ce domaine-là et qui préservent près de 60 000 emplois, de pouvoir leur permettre de se transformer en des sociétés de recyclage ou même de les aider à pouvoir investir dans les machines pour la fabrication de sachets biodégradables, comme cela est convenu. Mais cela n'a pas été fait et on a mis l'accent sur la répression, même au niveau de la répression. On préfère encore laisser les policiers courir derrière les enfants qui vendent les sachets à des carrefours que de taper vraiment sur les entreprises, les grosses entreprises qui sont derrière, qui fabriquent ces sachets. Donc la sanction, d'après vous, serait une meilleure façon de faire respecter la loi aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, la sanction, mais la sanction doit être l'aboutissement de la période. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mécanismes, plusieurs décisions qu'on doit prendre. Je vous donne par exemple une anecdote. Lors de l'élection présidentielle passée, nous avons été tous étonnés de voir pendant la campagne de l'actuel président des sachets d'eau qui étaient distribués aux militants qui étaient venus au meeting.
Mais ceux-mêmes qui sont censés avoir pris le décret pour l'interdire distribuent à leurs militants lors des meetings. Cela veut dire qu'au niveau de l'État, il n'y a pas encore cette prise de conscience. Mais comme l'État de Côte d'Ivoire et les autorités actuelles sont habitués à tout ce qui est vuvuzela médiatique, ils le font pour qu'on voit qu'ils s'attaquent au problème. Mais je pense que sincèrement, il aurait fallu prendre certaines mesures et aider ces entreprises-là à se reconvertir et préserver aussi ces emplois, parce que c'est très important. Et M. Meledj, vous parlez actuellement des entreprises, mais la sensibilisation au niveau de la population, qu'en est-elle? La sensibilisation au niveau de la population, sauf si peut-être Jean-Paul Auroy en sait quelque chose, peut-être qu'il l'a vu en tant que journaliste, mais à ce niveau, pour un tel projet, parce que l'interdiction des sachets plastiques est quand même un bon projet qui permettra de préserver l'environnement. Et cela étant, il aurait fallu mettre assez de moyens pour faire une véritable sensibilisation, utiliser tous les médias, tout ce que nous avons comme étant outils de communication pour pouvoir sensibiliser la population à pouvoir accepter, intégrer cela dans cette nouvelle mesure. Voilà. Vous parliez par exemple de l'exemple du Rwanda que vous avez cité tout à l'heure, qui fait partie des villes les plus propres finalement d'Afrique. Ils organisent une journée de travail, une journée de nettoyage dans tout le pays qui s'impose aux 18-65 ans. Les résultats sont remarquables. Est-ce que l'aide de la communauté, au-delà même des entreprises, pourrait permettre d'assimiler en tout cas davantage ce respect des sachets Oui, plastiques? bien entendu. Et le Rwanda l'a fait si bien. Le Rwanda est arrivé avec la sensibilisation, la médiatisation et toutes les actions que j'ai citées tout à l'heure, à impliquer sa population dans ce projet, le projet REMA. Et donc, cela veut dire que lorsque la population est impliquée, elle-même, elle lutte pour pouvoir faire aboutir le projet. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on veut imposer, mais en imposant, on est en train de favoriser la multiplication des réseaux parallèles et de tout ce qui est vente de sachets plastiques, fabrication de sachets plastiques en catimini. Monsieur Auroy, est-ce que rendre le sachet plastique illicite au même titre que les drogues, comme ça a été fait au Rwanda, permettrait d'imposer cette loi en Côte d'Ivoire? Bon, pour l'instant, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est vrai, il faudrait qu'on rende les sachets plastiques illicites. Quand je regarde aujourd'hui les côtes de Grand là-haut qui sont en train de disparaître sous les houles de la mer, et Grand Bassam qui a atteint, quand on voit le niveau de dégradation de l'environnement à Abidjan, simplement la capitale, on a de quoi s'inquiéter. Mais comme le disait M. Meledj tout à l'heure, en réalité, c'est ça le problème de cette loi-là. Elle a été imposée de façon brutale et violente auprès de la situation. Parce que cette loi, en réalité, elle entraîne un véritable changement sociétal. C'est un véritable changement de comportement et de mentalité qu'il faut pour les Ivoiriens pour pouvoir s'adapter à ce type de fonctionnement. Parce que passer du sachet plastique, moi je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, le sachet plastique n'existait pas dans nos comportements. Il y a ce qu'on appelle les papiers d'Atchéké. C'est pas sur Meledj. On n'utilisait pas c'était une feuille qu'on trouvait dans la brousse, qu'on prenait pour emballer, pour conditionner. Voilà qu'on utilisait pour conditionner l'attiqué, la pâte d'arachide, la tomate. Vous savez, les Ivoiriens ont cette habitude du détail qu'on appelle acheter les choses en détail. Mais il y a une réalité qui est là aujourd'hui. Et comme l'a dit l'un de vos intervenants dans l'élément d'Olivier Conan, si j'ai soif à Abidjan, je fais comment pour boire un sachet d'eau? Je me débrouille comment? Je me retrouve dans la rue du Plateau. Voilà ce changement, je dis, c'est un véritable changement sociétal. Il n'y a pas assez d'alternatives aujourd'hui qui sont mises en place? Quelle alternative a été proposée? Et puis, au niveau de la taxe qui est imposée à ces différentes entreprises qui produisent le plastique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'au niveau de cette taxe-là, une partie de cette taxe est dédiée au recyclage de cette matière? Parce qu'au-delà de ça, il faut voir dans les différentes décharges, il faut aller à Kouedo, voir les enfants, voir des femmes dans les décharges, les mains nues, les pieds nus, en train quelquefois à Yopougon, en train de laver ces plastiques dans la zone industrielle de Yopougon, dans plein de produits chimiques, en train de recycler ces sachets plastiques, ces bouteilles plastiques. Tout ça pourquoi? Est-ce qu'on peut penser aussi la question du recyclage? Moi, je pense que c'est tous ces éléments, c'est cette pédagogie, cette éducation. Mais la pédagogie dont on parle, elle a été mise en place 4 ans après. Est-ce que c'est trop tôt finalement? Non, c'est pas assez. Je ne pense pas que la pédagogie a été faite. Je ne pense pas que la pédagogie a été faite. Elle a été annoncée, la loi a été prise, on a laissé le temps qu'elle coule, on a réglé. Et la répression, en tout cas, elle a commencé aujourd'hui. Et la répression est venue de façon brutale et violente.
C'est trop tôt. À mon sens, elle est venue de façon brutale et violente. Jean-François, quelle solution finalement apporter? Est-ce qu'aujourd'hui on est dans un cas de figure où la pédagogie a été mise de côté trop tôt finalement en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens n'ont pas encore compris l'impact de ces sachets plastiques? Alors, quelle solution on peut apporter? Je ne suis pas un technicien, je ne saurais pas apporter de solution ici. Et je note, comme nos deux invités, avec qui je partage l'essentiel des analyses qu'ils ont faites, que, au moins pour les pouvoirs publics, qui ne sont pas plus techniciens que moi, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, avant d'adopter cette loi et d'interdire purement et simplement, il aurait fallu faire ce qu'on appelle des études d'impact. On ne peut pas lancer comme ça une interdiction sans mesurer l'impact que cela peut avoir sur la population, sur ses habitudes de consommation, etc. Pour ne prendre que juste des cas de figure comme ça, très très concrets. Je pense que ce problème-là est lié en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays africains, par le fait qu'il y a des petits entrepreneurs qui ont décidé de se mettre dans la petite niche des eaux glacées que nous pouvons boire. Et si on ne reste que là-dedans, vous avez des grands producteurs qui sont des multinationales et qui, eux, ne sont pas frappés. Ils ne sont pas frappés par ça. Et c'est l'entrepreneuriat local qui est frappé. Par cet effet-là. Pourquoi l'interdiction n'est pas une interdiction de l'ensemble des matières plastiques et des emballages plastiques? Si ça avait été ça, tout le monde était frappé de la même manière. Et comme l'indiquait tout à l'heure notre invité, on aurait pu prendre le produit fiscal de cela pour pouvoir orienter vers à la fois des campagnes de sensibilisation, la recherche scientifique pour essayer de trouver des solutions à ce problème-là. Il y a un vrai problème avec le plastique. Mais il faudrait, et ce n'est qu'un cas d'école ici, il faudrait que nos gouvernants réfléchissent un peu plus avant de légiférer, avant d'interdire, Et le résultat de cela, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a des emplois qui sont menacés, il y a des entreprises qui vont peut-être fermer, il y a un besoin social qui ne pourra pas être satisfait parce qu'on a besoin de boire, nous tous. Et au lieu de procéder non seulement par l'éducation, mais aussi par l'incitation, on n'a pas beaucoup parlé de l'incitation. L'incitation, par exemple, si aujourd'hui on avait dit, si depuis 2013, on avait dit maintenant, l'objectif, c'est le recyclage. Et pour recycler, on vous incite à aller déposer là, dans cet endroit-là. Si vous avez tant de kilos de sachets plastiques, on vous le reprend en le payant tant. Par exemple. En le payant tant. Vous avez un intéressement des personnes qui permet de faire avancer les habitudes. Plutôt qu'une interdiction comme ça, ça fait, j'ai failli dire, ça fait rigoler la galerie, ça fait plaisir à la galerie internationale de se dire, voilà un pays qui prend des mesures pour la protection de l'environnement. Mais l'objectif de la loi, c'est quoi? L'objectif de la loi, c'est de faire du bien au pays et de faire du bien aux gens. Et puis, donc, voilà, ça donne le sentiment aux populations aussi qu'on les culpabilise. Comme si, voilà, exactement. C'est ça, c'est pas un bon message. Être culpabilisé parce qu'on boit de l'eau, il n'y a pas pire culpabilisation. On va procéder à présent au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord, sur invitation du Parlement nigérien, Fatou Bensouda, qui a séjourné les 25 et 26 avril 2017 au Niger. La procureure de la Cour pénale internationale a animé une journée parlementaire sur les procédures de la CPI avec les députés nigériens. Et puis, condamnation d'Ahmed Abaf au Cameroun. Le correspondant d'RFI en langue Hausa travaillait au nord du pays, notamment sur le groupe Boko Haram. Le tribunal militaire de Yaoundé l'a reconnu coupable de non-dénonciation d'actes terroristes et de blanchiment du produit d'un acte terroriste, comme l'avait annoncé sa défense vient de faire appel. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room.